Écoutez, Monsieur le Ministre, merci. Merci de recevoir les amis du CRIF et le CRIF chez vous dans ce beau salon du ministère, dans une période particulière. Particulière parce que crise sanitaire, mais aussi particulière parce qu'il y a des projets de loi importants qui doivent… Et puis particulière parce que le hasard du calendrier fait que cette réunion de ce soir se tient entre deux grands discours du président de la République, un que nous avons eu sur le séparatisme début octobre, et puis un discours que nous attendons tous avec beaucoup d'angoisse parfois, qui aura lieu demain soir. Et on est heureux que vous nous receviez ici, et on est très heureux également que ce soit Bruno Jeudi, éditorialiste à Paris Match, rédacteur en chef à Paris Match et éditorialiste sur BFM TV, qui nous fait l'amitié d'être là pour vous interroger ce soir, Monsieur le Ministre, et vous avez la parole. Merci Francis pour ces mots sympathiques. Je remercie à mon tour Gabriel Attal. Alors juste deux mots pour le présenter, même si maintenant tout le monde le connaît. 31 ans. Je dis 31 ans parce que Gabriel Attal, c'est presque son anniversaire, puisque le 16 octobre 2018, il était nommé ministre et il devenait le plus jeune ministre de la Ve République, quelques semaines près par rapport à François Bayrou, qui était son prédécesseur, lui-même étant le prédécesseur de François Mitterrand. Donc, Gabriel, vous avez d'illustres prédécesseurs. Et je rappelle qu'il est aussi député, qu'il était député des Hauts-de-Seine et élu municipal avant. Alors, Gabriel, on va essayer, Monsieur le ministre, de voir un peu les trois crises, au fond, les trois grands moments que la France traverse aujourd'hui. Je vais commencer par peut-être la question de l'autorité, qui est d'actualité. Les Français, les gens qui nous suivent sur les réseaux ont été abasourdis par les images de Champigny-sur-Marne, ce commissariat attaqué à coups de mortier d'artifice. On a aussi découvert qu'on maintenant on attaquait des commissariats, une dizaine en quelques mois. Le Premier ministre, sur les ondes hier, a dit « nous serons intraitables ». J'ai envie de dire, on a déjà entendu ce genre de phrase. Comment être sûr que vous allez être intraitable et comment être intraitable par rapport à des faits aussi graves? Alors, bonsoir. Je suis ravi de participer à cette conférence et je vous remercie pour l'invitation. J'y participe effectivement en tant que porte-parole du gouvernement, mais pour moi, c'est aussi le prolongement des très bonnes relations de travail que j'ai nouées auparavant comme secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative avec le CRIF et son président Francis Khalifa, évidemment le grand rabbin de France, Chaim Corsia, évidemment le consistoire avec Joël Mergui et Elie Korchia, et le Fonds social juif unifié avec Ariel Goldman, qui était encore dans mon bureau pour échanger il y a quelques jours. Et effectivement, vous l'avez dit, cet échange intervient à un moment particulier, parce que la crise sanitaire est là, parce qu'elle s'accélère, parce qu'elle s'empire, et parce que nous avons beaucoup d'inquiétudes, notamment sur certains territoires, et au premier lieu desquels l'Île-de-France et la métropole de Lille. Ensuite, parce qu'il y a une crise économique aussi, une crise sociale dans notre pays, qui est déjà là, contre laquelle nous agissons déjà aujourd'hui, avec le plan de relance qui a été présenté par le Premier ministre, sur lequel on reviendra peut-être, avec des mesures visant à soutenir ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui ont basculé dans la pauvreté du fait de la crise. Et évidemment, moment particulier aussi, puisque vous le disiez, et ça va être le premier sujet de notre échange, où l'autorité de la République est défiée et continue d'être défiée. Finalement, il y a une défiance qui vient de loin. Je pense que quand on aborde ce sujet-là, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. C'est un sujet qui vient de loin, je l'ai dit, un sujet contre lequel je crois que toutes les majorités ont essayé d'agir pour renforcer la sécurité des Français, chacune avec ses solutions, chacune avec son point de vue sur la question. Et ça appelle de l'humilité parce qu'il n'y a pas de solution magique, sinon elle aurait été trouvée depuis longtemps. Il ne peut y avoir qu'une action résolue pour renforcer au quotidien la sécurité des Français. Et ce qu'on a vu ce week-end à Champigny, ces scènes de guerre, presque de guerre, quand on voit un commissariat attaqué par des tirs de mortier, ça choque les Français, à juste titre. Et ça appelle, selon moi, plusieurs réponses, plusieurs enjeux face à cette question. D'abord, l'enjeu de la sécurité. Et ça, on a pris le sujet à bras-le-corps depuis 2017. Augmentation du budget de la sécurité d'1 milliard d'euros, création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes pour protéger les Français, renouvellement de la flotte automobile
des policiers, paiement des heures supplémentaires des policiers, ça faisait des décennies qu'elles n'étaient pas payées, prime de nuit créée pour les policiers. Il y a cette réponse-là. Il faut aller plus loin et notre réponse, c'est d'établir ce qu'on appelle, c'est un peu technique, un continuum de sécurité. Parce que la réalité, c'est que pour savoir vraiment où aller taper, où aller frapper, il faut le faire en lien avec les élus locaux. Et ça, c'est ce qu'a engagé le Premier ministre Jean Castex. On a commencé à le faire à Nice, on a continué à le faire à Toulouse il y a encore quelques jours, et on va le poursuivre partout sur le territoire. L'enjeu, c'est de dire, on regarde territoire par territoire avec les élus locaux, où sont les problèmes, où est-ce qu'il faut aller taper, et on se met autour de la table pour voir quels moyens on met face à cette situation. Ça veut dire que quand l'État met des policiers de la police nationale, il faut que les élus locaux puissent mettre des policiers municipaux, qu'on s'accorde ensemble sur la mise en place de caméras de vidéosurveillance, qui est un renforcement des outils de sécurité au niveau local. Ensuite, pour moi, il y a un enjeu qui est particulièrement important, c'est celui de la justice. Au fond, quand je me déplace et quand j'échange avec les Français, on me parle presque, autant, si ce n'est plus, de la question de l'impunité que de la question de l'insécurité. Moi, je vois souvent des Français qui me disent, parfois c'est des débats presque philosophiques, le mal fait partie du bien, il y aura toujours des personnes qui dévieront dans la société, dans la République. La question, c'est la réponse et c'est la sanction. Et le sentiment qu'on a dans certains quartiers en France, que des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, commettent des méfaits, des délits, parfois des faits encore plus graves. Parce qu'ils n'ont plus peur de la police, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression quand, je veux dire, quelques années maintenant, je suis un peu vieux, mais on a l'impression qu'il y a 15 ans, les jeunes fuyaient quand les policiers arrivaient. Maintenant, non seulement ils ne fuient pas, mais ils leur tirent dessus, voire ils dealent à ciel ouvert sans qu'ils ne craignent quoi que ce soit. Oui, sans qu'ils ne craignent. Mais je crois qu'au-delà de la police, je crois qu'ils n'ont plus peur de la justice. Oui. Et c'est, je crois, le problème donc, que vous avez soulevé, c'est celui-ci, c'est celui de la justice aujourd'hui. Et sur ce sujet-là, on aimerait vous entendre. C'est la réalité. Il n'y a plus de crainte, en tout cas, il y a moins de crainte de la sanction. Mais pourquoi? Parce que parfois, vous avez des individus qui commettent des méfaits, qui mettent plusieurs mois à être identifiés, puis plusieurs mois à être convoqués, et parfois ça se finit par un rappel à la loi. Et pendant ce temps-là, ils continuent à empoisonner la vie de tout un quartier. Donc il y a la question de la sécurité que j'évoquais, mais la question de la réponse pénale et de la justice, elle est au moins aussi importante. Plus on arrivera à sanctionner rapidement, justement et efficacement ces situations, plus on arrivera à faire en sorte que l'autorité soit respectée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Augmentation inédite et historique pour cette année du budget de la justice, plus 8%, pour aller créer des postes de greffiers, des postes de magistrats, pour aller sur le terrain, pour avoir davantage de personnel de l'institution judiciaire capable de rendre des actes et de rendre la justice plus rapidement. Augmentation des alternatives à la prison et des sanctions éducatives. Moi, je crois profondément à ça et c'est partagé par Éric Dupond-Moretti. On échange très souvent sur ce sujet-là. Un jeune qui tague un mur, qui dégrade un commissariat, il vaut mieux que le lendemain, il soit en train de repeindre le mur ou de faire des travaux dans le commissariat plutôt qu'attendre plusieurs mois avant d'être convoqué et éventuellement d'avoir un rappel à la loi. Et ça, c'est le chantier qui est devant nous, qui a été déjà engagé par Éric Dupond-Moretti et qui va se traduire par des sanctions extrêmement concrètes et des actions extrêmement concrètes dans les semaines qui viennent, en parallèle de l'augmentation budgétaire que j'évoquais. Et si je peux me permettre, je ne vais pas être trop long, il y a pour moi un troisième sujet qui est celui qui est là beaucoup plus sociétal, du respect de l'autorité dans notre pays. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge, ça s'apprend dès l'école. J'entendais ma collègue Marlène Schiappa ce matin sur LCI qui disait on est aujourd'hui dans une situation où certains enfants de 8, 10, 12 ans ont honte de dire à l'école que leurs parents sont policiers ou gendarmes. Parce qu'il n'y a plus de respect de cette autorité-là. Et donc, ça veut dire que dès l'école, il faut qu'on renforce notre action pour que cette autorité soit respectée. Justement, nous entendons votre réponse sur la justice, et sûrement la bienvenue. Frédéric Pechner, qui est ancien directeur de la police nationale, qui est vice-président du conseil régional, les Républicains, je précise, a dit c'est simple, aujourd'hui, la rue est tenue par les voyous ou par la police. Et il pose la question de la riposte par rapport à ce qui s'est passé à Champigny. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que cette question se pose aujourd'hui dans certains quartiers. Si je peux me permettre, elle se pose d'autant plus depuis le confinement. La réalité, il faut le dire, c'est que le confinement a bousculé des équilibres qui étaient tenus par des voyous, qui étaient tenus par des dealers dans des quartiers. Parce que qui dit confinement dit moins de deals, dit des parts. Enfin, c'est vraiment ça qu'on a vu, des parts de marché à se partager, des guerres entre bandes pour récupérer des parts de marché qui ont été laissées par certains. Et la réalité aussi, c'est qu'on a aujourd'hui mis en place une organisation pour lutter contre les trafics de drogue qui s'avère efficace. On a des saisies records.
et que parce qu'on a ces saisies records et parce qu'il y a cette efficacité, on bouscule des équilibres et qu'il y a des voyous qui ripostent. C'est une réalité. Alors, je ne dis pas ça, voilà, il ne faut pas dire ça va mal parce qu'on est trop efficace, mais c'est une réalité et ça explique aussi cette situation. Sur la question de la riposte, moi, je pense qu'il faut regarder toutes les propositions à l'aune de leur efficacité ou pas. Il y a en ce moment des consultations qui sont menées par Gérald Darmanin, par le président de la République, je crois que ce sera le cas jeudi, avec les syndicats de police. Les discussions vont se faire dans ce contexte-là. Moi, je pense que quand des propositions sont faites, il faut regarder si on juge qu'elles pourraient être efficaces, qu'elles apportent une garantie de sécurité collective. Et à ce moment-là, prendre les décisions qui s'imposent. La question se pose parce qu'il y a quelques mois encore, le ministre de l'Intérieur précédent envisageait d'interdire certaines conditions d'arrestation de délinquants présumés. Et ça avait ça avait provoqué une colère chez les policiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec le recul, c'était une erreur ? Moi, je ne veux pas porter de jugement sur des propos qui ont été tenus auparavant. Mais par ailleurs, un contexte particulier, une émotion à l'occasion de certaines affaires. La réalité, c'est que derrière tout ça, la question qui est posée, c'est celle du lien entre la police et la population, entre la société et sa police. Il faut que l'autorité de la police soit respectée par la population. Et il faut que la confiance existe entre la population et sa police, que quand il y a des dérives, elles soient sanctionnées, que revoir des pratiques en se demandant si elles sont encore légitimes aujourd'hui et si des dérives sont constatées, peut-être revoir certaines pratiques. Moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire, mais dans les deux sens, y compris quand des propositions sont faites pour renforcer la capacité d'intervention de la police. Pour moi, il y a un seul objectif, c'est celui de l'efficacité et de la sécurité de tous. Et c'est dans ce sens que les discussions vont se poursuivre. En avance, le président de la République, au début du mois, a prononcé un discours attendu, séparatiste, qui a reçu un très bon accueil. Il a manifestement trouvé un équilibre sur cette question sensible de la séparatiste qui s'inscrit dans un renforcement de la laïcité telle qu'elle existe en France depuis le début du XXe siècle. En même temps, bon, il va y avoir une part de ce texte qui va suivre son processus législatif, ça va prendre du temps, il va falloir attendre ensuite les décrets. Est-ce que, au fond, une loi était-elle vraiment nécessaire? Est-ce que les textes qui existent aujourd'hui ne suffisent pas pour expulser les imams radicalisés ou fermer les associations qui sont soupçonnées de fonctionner de manière illégale par rapport à la loi de 1905? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup et on fait beaucoup avec les textes tels qu'ils existent. D'ailleurs, on n'a pas attendu cette loi sur le séparatisme pour agir. Moi, j'ai été élu député en 2017, vous l'avez rappelé. Un des premiers textes que j'ai voté, visant à renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a permis de créer une disposition législative pour fermer les lieux qui prêchent la haine. Ensuite, on a mis en place ce qu'on a appelé une stratégie d'entrave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a identifié sur le territoire des quartiers, des villes, où on a identifié des dérives séparatistes, la radicalisation, et on a regardé dans le droit tous les moyens juridiques qui permettaient de fermer des débits de boissons, des associations, des écoles clandestines, pour lutter contre ces dérives, y compris avec des moyens, entre guillemets, détournés. Fermer des lieux dans lesquels on constate une dérive séparatiste en s'appuyant sur, par exemple, des normes sanitaires, des normes d'hygiène, des normes de sécurité incendie. Ça a une vraie efficacité. On a plus de 200 lieux qui ont été fermés au total sur un an. On a renforcé notre droit, notamment pour les écoles hors contrat, avec la proposition de loi Gatel, qui permet aujourd'hui de mieux encadrer et de fermer des écoles hors contrat dans lesquelles on constate des dérives. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais secrétaire d'État à la vie associative, j'ai tenu à aller me déplacer sur le terrain pour me faire une idée. Je suis allé dans ce qu'on a appelé un quartier de reconquête républicaine, une ville importante du nord de la France. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai vu une école primaire qui était pour moi qui est l'incarnation de toutes les réformes que nous avons mises en place depuis le début du quinquennat pour soutenir l'école dans les quartiers difficiles. Intégralement refaite 2 ans avant, budget de 8 millions d'euros, toutes les classes dédoublées, les élèves 12 par classe, des professeurs de très grande qualité parce qu'on a aussi renforcé les primes pour renforcer l'attractivité pour les professeurs, pour aller exercer dans ces quartiers. Je crois qu'aujourd'hui, on est au-dessus de 5 000 euros par an. C'était 1 000 euros avant notre arrivée. Un petit déjeuner servi gratuitement à tous les enfants le matin à l'école pour qu'ils étudient dans de meilleures conditions. Bref, des conditions parfaites pour apprendre à l'école de la République dans ce quartier.
Et quand j'ai échangé avec les enseignants, la directrice, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ça se passe très bien, les enfants sont heureux d'être là. Le problème, c'est qu'on a une association qui a ouvert à côté, qui soi-disant fait de l'aide aux devoirs ou des cours de langue, et qui en réalité est une école coranique qui ne dit pas son nom. Et on voit des enfants qui reviennent des moments qu'ils passent dans cette association totalement transformés, avec des pratiques dans l'école qui sont choquantes, des enfants qui se bouchent les oreilles en cours de musique pour chanter des sourates, des propos qui sont tenus qui ne sont pas républicains. Et le préfet a mobilisé beaucoup de moyens pour fermer cette association, les moyens que j'évoquais tout à l'heure, mais systématiquement, l'association s'est mise aux normes. Et aujourd'hui, il manque dans la loi des moyens pour aller mieux contrôler et mieux fermer les associations qui dérivent. Et c'est précisément un des enjeux de ce texte. Je ne vais pas balayer l'intégralité du texte, mais on a aussi des mesures pour lutter contre les dérives séparatistes chez des délégataires ou des concessionnaires de services publics avec l'État ou avec les collectivités locales. On a des mesures qui permettent au préfet de constater une carence républicaine par des collectivités locales et de sanctionner un certain nombre d'actes qui seraient pris contraires aux valeurs de la République. Tout ça, ça n'existait pas dans le droit tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Une question simple, il y a eu un moment de surprise après le texte prononcé par le président de la République. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le mot séparatisme, alors ça peut paraître un peu peut-être anecdotique, mais les mots ont un sens, surtout dans cette matière. Le mot séparatisme ne figurerait pas dans le titre du projet de loi. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, mais, quand on rédige un texte et qu'avant de le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, d'abord on regarde ce qu'il y a dans le texte, on construit le texte, c'est toujours ce qui est en cours, puisque le président a annoncé les grands objets du texte, les grands principes. Sera soumis le 9 décembre au Conseil des ministres. Mais en attendant, il y a une discussion sur le texte lui-même, notamment avec les représentants des cultes. Et je sais que le CRIF, avec le consistoire, notamment, ont été reçus par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Et ensuite, on en déduit le titre qu'on utilise. Moi, j'avoue que je ne dirais pas que c'est anecdotique, mais en tout cas, ça ne me semble pas être l'essentiel. Ce n'est pas un recul par rapport au propos clair du président de la République. Il y a une loi très importante qui a été votée il y a quelques années qui permet d'interdire la burqa dans l'espace public. Tout le monde dit la loi interdisant la burqa. Le terme burqa n'est pas employé dans le titre officiel de la loi. Je crois que c'est la loi qui vise à interdire la dissimulation du visage dans l'espace public. Ça n'empêche pas qu'on sache que ça a été défendu comme tel, que c'est une loi qui vise à interdire la burqa et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on retienne ce nom-là et pas celui du texte tel qu'il a été déposé. Mais justement, on avait le sentiment jusqu'à maintenant que le monde politique, et surtout lorsqu'il était aux responsabilités, avait du mal à prononcer certains mots. Et le président de la République, là, a franchi le pas. En parlant de l'islamisme radical, en parlant du séparatisme, on voit que là, le pas a été franchi, on a nommé les choses. Est-ce que justement, ce n'est pas affaiblir la parole présidentielle que de ne pas garder dans le titre de cette loi ce qui est l'essentiel, qui est la lutte contre l'islam radical, on était contre l'islamisme radical. Non, mais c'est... Encore une fois, ça ne me semble pas fondamental. Et donc, si le fait que le terme séparatisme n'est pas employé dans le titre de loi peut entraîner une incompréhension ou un sentiment de recul dans nos ambitions pour un certain nombre d'acteurs, moi, ça plaide plutôt à titre personnel pour qu'on le mette dans le titre de la loi. Moi, je suis plutôt favorable. Voilà, après, ce n'est pas moi qui suis en charge du dossier en tant que tel, mais moi, j'y suis favorable. Après, le président, pour moi, a toujours été clair sur cette question. Et je sais qu'il y a eu des doutes sur le sujet. Moi, j'étais à Mulhouse avec lui en février dernier, c'était avant la crise du coronavirus et le confinement, pour un discours qui prononçait déjà sur la question du séparatisme. C'est même le moment où il l'a prononcé pour la première fois. Et il a employé, dès cette époque-là, le séparatisme islamiste comme terme. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Il y a une autre question qui a fait débat autour de ce discours important du président de la République, c'est l'enseignement de l'arabe à l'école, qui est peu répandu aujourd'hui. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi le président a tenu à ce que ça apparaisse dans son propos et qu'il l'introduise dans le débat et même comme une recommandation au ministre de l'Éducation? D'abord, pour moi, il y a quelques raisons de bon sens. On enseigne aujourd'hui les langues vivantes à l'école de la République. Pour moi, l'arabe est une langue vivante, doit pouvoir être enseignée. Ensuite, il y a une raison
qui a trait vraiment au sujet dont on parle, celui du séparatisme, c'est que je vous ai donné tout à l'heure un exemple avec une association qui, dans ses statuts, prévoit des cours de langue et qui, en réalité, est une école clandestine, une école coranique qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les cours d'arabe sont utilisés par certains qui veulent se séparer de la République comme un produit d'appel pour attirer des familles et des enfants et les embrigader. Moi, je préfère qu'il y ait une offre dans l'école de la République pour empêcher ces dérives-là, plutôt que laisser à certains qui veulent faire dériver des familles et des enfants, entre guillemets, le monopole de leur proposer cet enseignement avec tous les risques qu'on connaît derrière. Mais est-ce que cette offre va empêcher l'offre qui existe aujourd'hui? C'est parce que la question est là. Parce que finalement, vous l'avez dit, ces associations, elles vont être suivies de manière à éviter toute dérive. Est-ce que le fait d'envoyer, parce on sait bien qu'au-delà de l'enseignement d'une langue, qui est une langue vivante, une langue importante, une langue de culture, etc., au-delà de l'enseignement de la langue, il y a un enseignement religieux qui va avec la langue. Et cet enseignement religieux, ils ne pourront pas le trouver dans le cadre justement de l'école publique et de l'éducation nationale. Donc, on va se trouver avec un double enseignement finalement. Il risque d'y avoir confusion. Vous ne pensez pas que ça risque de créer une confusion? Pour moi, les deux vont ensemble. Et le fait est qu'on contrôlera mieux ces associations, qu'on sera en capacité de les dissoudre et de les fermer si on constate des dérives. Il faut voir d'où on vient. Aujourd'hui, vous voulez contrôler une de ces associations, vous devez prévenir un mois. Les services de l'État doivent prévenir un mois à l'avance de la date et de l'heure du contrôle. Autant dire, quand les services arrivent, il ne se passe pas ce qui s'y passe habituellement. Donc, on sera plus efficace là-dessus. Et pour moi, le pendant, c'est aussi d'avoir cette proposition qui sera effectivement centrée autour de la langue et évidemment pas religieuse dans l'école de la République. On fait un pas aussi sur ce sujet-là, ça me permet de le dire, avec la fin des ELCO, enseignement en langue et culture d'origine, dont on sait que pour le coup, dans l'école de la République, ils étaient à l'origine de dérives avec des enseignants qui étaient détachés par des pays étrangers, dont on ne contrôlait absolument pas l'identité, dont on ne contrôlait pas le programme qu'ils allaient délivrer aux élèves, et dont on savait, ni même qu'ils parlaient la langue française, et dont on sait qu'il y avait des dérives importantes. On y met fin aussi. Pour moi, les choses sont reclarifiées. Mais ce calendrier va être relativement long, parce qu'il faut former les professeurs, il faut pouvoir les recruter, les former, pour qu'ils soient des professeurs de l'école de la République, et non plus des professeurs qu'on ferait venir. Donc on est sur un calendrier qui est assez long. On va se donner les moyens d'y parvenir. C'est tout l'enjeu, et c'est pour ça aussi que le ministère de l'Intérieur a été renforcé d'une ministre déléguée à la citoyenneté, qui suit spécifiquement ces questions-là. On peut faire confiance à Marlène Schiappa pour que les choses avancent. Elle a une détermination quand même que chacun reconnaît. Venons-en à la crise sanitaire. Le Premier ministre, hier, a constaté la dégradation de la situation depuis la fin de l'été. Il a eu un discours assez inquiétant et il a mis ça sur le compte, au fond, d'un relâchement, a-t-il dit, pendant l'été. Est-ce qu'il faut fustiger le seul relâchement des Français dans ce qui se passe au moment où nous parlons, c'est-à-dire une reprise très forte de la crise du Covid en France? D'abord, il n'y a absolument aucune volonté, ni du Premier ministre, ni de qui que ce soit, de stigmatiser qui que ce soit. Moi, je ne donne pas des leçons de morale aux Français qui, aujourd'hui, voient un masque rendu obligatoire, alors qu'il y a encore quelques mois, ils entendaient des scientifiques, des membres du gouvernement leur expliquer que le masque était inutile. Il y a eu des évolutions. Je comprends que ça soit parfois difficile à comprendre. Je comprends que pour les Français, ça ne soit pas facile tous les jours. Moi, ce que je constate quand même, c'est une grande résilience de la part des Français qui appliquent les gestes barrières dans leur très grande majorité, qui portent le masque dans leur très grande majorité là où c'est imposé. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que l'épidémie, même si elle s'accélère, et je vais y revenir, elle circule encore moins vite qu'elle circulait au printemps dernier. Au printemps dernier, en moyenne, vous étiez un malade qui contaminait 3 personnes. Aujourd'hui, en moyenne, un malade contamine un peu plus d'une personne. Je crois qu'on est à 1,3, 1,4 aujourd'hui. Parce que les Français sont responsables, qui font attention, parce qu'on a mis en place des protocoles sanitaires dans les lieux clos recevant du public, dans les lieux professionnels, dans les établissements scolaires. Ce qui est certain, c'est que là, on voit une accélération. Pas uniquement en France. Je crois que c'est dans tous les pays du nord de l'Europe. Certains commencent à l'analyser, à la corréler à la météo, puisque quand il fait froid, quand il pleut, on a tendance à se replier à l'intérieur collectivement et donc à se contaminer davantage que l'été où on est dehors. Mais il y a une situation qui est aujourd'hui très préoccupante, qui est préoccupante notamment
en Île-de-France. Au niveau national, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, a augmenté de 50% en 2 semaines. Je crois qu'on est aujourd'hui un peu plus de 150 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests, c'est-à-dire la part des tests positifs dans les tests qu'on réalise, était début septembre de 5%. Il est aujourd'hui, je crois, de 11,5%. À Paris, il est de 17%. Donc on voit qu'il y a une augmentation très nette, très rapide. Et donc, il y a des mesures de freinage qui ont été prises dans plusieurs territoires, notamment les métropoles. C'est là où le virus circule aujourd'hui le plus. Et on constate que dans certaines métropoles, la situation continue à se dégrader, ce qui va nécessiter de prendre des mesures supplémentaires à un moment donné. Oui, vous ne direz pas ce que le président de la République annoncera demain à la télévision, mais on s'attend à des mesures importantes. Juste pour revenir, parce que vous disiez, bon, c'est vrai que c'est un peu partout comme ça en Europe, quand même, quand on compare la situation de nos voisins, restons en Europe, on a l'impression quand même que la crise sanitaire et que le virus circule de manière plus intensive en France. Qu'est-ce qu'on a raté dans le déconfinement pour se retrouver dans une situation où aujourd'hui vous avez grosso modo 5 à 6 000 cas de Covid par jour en Italie et bon, c'est monté jusqu'à 20 000 ce week-end en France. Donc il y a une situation française un peu à l'égal de l'Espagne d'ailleurs qui semble plus aiguë. Il y a toujours aujourd'hui une vraie part d'inconnu vis-à-vis de ce virus. Des situations qu'on ne s'explique pas. Si on regarde un peu de comparaison internationale, moi j'écoute beaucoup ce qui est dit par les spécialistes, notamment au Conseil de défense auquel je participe autour du président de la République chaque semaine. Il y a une circulation du virus avec un peu une forme de ressac et puis de vague qui revient dans différents pays sans qu'on puisse forcément l'expliquer. Aujourd'hui, la situation était meilleure en Italie, en tout cas c'était le cas ces dernières semaines. On voit qu'aujourd'hui, la situation s'aggrave, même s'ils sont encore à des niveaux en dessous des nôtres. Il y a une situation qui s'est beaucoup dégradée en Espagne ces dernières semaines, alors même qu'ils ont pris des mesures beaucoup plus difficiles et contraignantes que dans d'autres pays. Là où, on donnait l'exemple de l'Italie, c'était moins difficile, alors même qu'il y avait moins de mesures contraignantes. Il y a aujourd'hui des pays dans lesquels la situation est plus importante et plus grave encore qu'en France. Vous avez cité l'Espagne, je crois que c'est le cas de la République tchèque, la Slovaquie, d'un certain nombre de pays de l'Est ou du Nord de l'Europe. Je pense que c'est à l'issue de cette crise sanitaire qu'on pourra vraiment mesurer la réponse qui a été faite dans les différents pays et leur efficacité. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le discours public entre vivre avec le Covid et puis en même temps, aujourd'hui, à nouveau, réduire l'activité économique, réduire les lieux de rassemblement. Et on a l'impression quand même qu'il y a eu un peu des injonctions contradictoires et qu'on est retombé un peu dans cette difficulté où, au fond, en France, on sait qu'on est très attaché à nos libertés et que peut-être on a été moins rigoureux dans le respect des gestes barrières que, par exemple, ont pu l'être les Italiens. Mais vivre avec le virus, ce qui est un peu le mantra qu'on répète depuis le déconfinement, c'est un équilibre qui est précaire par nature. Parce qu'il impose le terme lui-même peut apparaître paradoxal pour certains. Ça veut dire qu'on continue à vivre alors qu'on sait qu'un virus circule et qu'on essaye de vivre le plus normalement possible tout en protégeant la santé des Français. Et le choix qu'on a fait, c'est d'avoir une réponse graduée et territorialisée. Pas prendre les mêmes mesures partout en France parce que le virus ne circule pas de la même manière. C'est la leçon de la première vague. Oui, le confinement, c'était une mesure nationale qui a concerné tout le monde de la même manière parce qu'on savait très peu de choses de ce virus, parce qu'on n'avait pas les capacités de test qu'on a aujourd'hui pour regarder où est-ce qu'il circule le plus. Je rappelle que la France est un des pays du monde qui teste le plus ses habitants. Et aujourd'hui, on a ces connaissances qui nous permettent de faire de l'adaptation. Et du coup, je crois que le fait d'avoir une réponse territoriale et graduée, c'est vrai que ça rend difficile d'avoir une stratégie lisible pour les Français, parce que ce n'est pas les mêmes mesures partout, parce qu'il y a des restrictions qui ne sont pas les mêmes partout, et notre responsabilité, c'est d'expliquer les choses. Et je pense que ça va être un des enjeux de l'expression du président de la République demain, que de donner aussi des perspectives sur ce que doit être cette vie avec le virus dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, les connaissances qu'on a, c'est une seconde vague qui peut être contenue sur 15 jours, 3 semaines, où on ne sait absolument pas si cette seconde vague va nous amener jusqu'en novembre, voire Noël. Ce qui est certain, c'est que toute la mobilisation des Français, tous les gestes qu'on fait individuellement ou collectivement, a un impact sur l'épidémie. Il y a une deuxième vague aujourd'hui, très clairement. On ne sait pas quelle sera la hauteur de la vague. Et ça nous appartient. Ça nous appartient si on est
le plus responsable possible. Ça nous appartient si on prend des mesures de restriction pour faire en sorte que l'épidémie circule moins. Et là aussi, ça va être au cœur de ce que va dire le président demain. Il y a un critère qu'on regarde particulièrement, vous le savez, c'est le niveau de saturation des réanimations. On ne veut pas se retrouver dans une situation où on aurait des réanimations saturées, on ne pourrait pas accueillir des patients qui en auraient besoin, et on ne veut pas se retrouver dans une situation où on doit à nouveau massivement déprogrammer des chirurgies programmées, parce que derrière ce terme de chirurgie programmée, il y a toujours quelque chose d'assez abstrait, mais c'est très concret pour des patients qui sont atteints d'un cancer, qui sont atteints d'une insuffisance rénale, et qui doivent pouvoir bénéficier d'une opération pour vivre. Gabriel Attal, vous êtes le porte-parole du gouvernement et il y a eu un bug autour d'un instrument important dans cette crise du Covid, c'est l'application, je montre mon téléphone, on ne verra peut-être pas, l'application Stop Covid. Et alors, on ne sait plus trop où on est. Visiblement, elle fonctionne, mais il y a peu de gens qui l'ont téléchargée, enfin peu de gens, un peu plus de 2 millions, mais donc c'est peu par rapport au nombre d'habitants du pays. Et surtout, il y a une nouvelle version. Et là, voilà. D'abord, comment vous expliquez que finalement les Français ne se soient pas emparés de cet outil quand 18 millions d'Allemands, 16 millions d'Anglais et 10 millions d'Italiens se sont accaparés? Est-ce que les Français sont rétifs à ce type d'application? J'avoue franchement que je ne me l'explique pas. On a fait le choix, comme la plupart des pays occidentaux, de mettre en place un système informatisé, numérisé, pour permettre d'identifier le plus rapidement possible les contacts de cas positifs, pour qu'ils puissent s'isoler et se faire tester. Aujourd'hui, l'assurance maladie a mis en place des brigades avec des milliers de personnes qui passent des coups de fil quand quelqu'un est testé positif pour remonter la file. Donc, c'est très bien qu'avoir une application sur son smartphone qui permet immédiatement de prévenir les gens que vous avez croisés, ça va beaucoup plus vite. Et on a fait le choix, contrairement aux pays que vous évoquez, et la plupart des pays, de le faire dans un cadre sécurisant pour les données des Français. C'est un sujet qui tient vraiment à cœur des Français. Il y a souvent ce débat sur les données personnelles. Les Français, à juste titre, veulent que leurs données soient protégées, qu'elles ne soient pas captées et monétisées par les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook. Donc, on a fait le choix d'avoir une solution française pour garantir ça. Et le fait est que ça n'a pas fonctionné. Les Français n'ont pas massivement téléchargé l'application. Et donc, il faut en tirer les enseignements et repartir avec une nouvelle application. Donc, ce sera l'objet de la nouvelle application pour le 22 octobre. Absolument, une nouvelle application qui sera présentée le 22 octobre. A dit le Premier ministre. L'objectif, c'est de tirer les enseignements. Voilà. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair sur les situations dans lesquelles cette application doit être plus utilisée, c'est-à-dire quand on croise du monde, quand on est dans des lieux où on croise des personnes qu'on n'a pas l'habitude de croiser, donc on ne pourra pas soi-même prévenir si jamais on était diagnostiqué positif. Peut-être que l'application en elle-même peut évoluer, y compris pour accueillir et héberger un certain nombre d'informations sur l'épidémie qui pourraient être utiles aux Français. C'est tout ça qui est en train d'être travaillé, et donc une nouvelle application sera lancée le 22 octobre. D'accord. Début septembre, le plan de relance du gouvernement pour justement soutenir le pays après la crise du Covid, qui hélas s'éternise, prévoit 100 milliards à injecter dans l'économie française pour soutenir différents secteurs. Une grande partie, un tiers, va être destiné à la question de la transition écologique. Mais tout ça, sans doute, va prendre du temps, puisqu'on sait que ce sont des moyens qui risquent d'être mobilisés pas avant début 2021. Première question, est-ce que ce n'était pas possible d'aller un peu plus vite avec ce plan de relance? Ou alors le choix qui est fait, c'est d'attendre la fin de la seconde vague pour ensuite prendre le relais des mesures de soutien, chômage partiel, PGE? Non. Effectivement, il faut aller vite, parce que l'objectif du plan de relance, c'est à la fois de poursuivre des objectifs de politique publique, la défense de l'environnement, la souveraineté de notre économie et la protection sociale des Français. Mais la réalité, c'est que c'est aussi de créer un choc dans l'économie pour stimuler l'activité avec de l'activité qui tout d'un coup irrigue nos territoires et nos entreprises. Et donc, on n'a pas attendu le vote du plan de relance, du budget et 2021 pour le lancer. Vous avez toute une partie des mesures du plan de relance, des fameux 100 milliards, qui sont déjà entrées en vigueur. Je vais donner quelques exemples. Vous avez la prime qu'on met en place pour les entreprises qui recrutent un jeune. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous recrutez un jeune de moins de 26 ans, vous avez une prime de 4 000 € qui vous est versée. Ça, c'est déjà en cours. Alors, un jeune recruté dans quelles conditions? Pour un CDD, CDI ou CDD de plus de 3 mois.
Et donc, vous êtes une entreprise, vous bénéficiez de cette prime. D'ailleurs, moi, j'invite les jeunes qui cherchent du boulot en ce moment et qui envoient leur CV aux entreprises, y compris à rajouter sur leur CV une petite case en écrivant « Vous aurez une prime de 4 000 € si vous me recrutez ». Il faut faire connaître ce dispositif. Et ce qu'on a vu en août, parce que la prime a été lancée cet été, il y a eu plus de jeunes recrutés en août 2020 qu'en août 2019. Une augmentation de 10%. Je crois que c'est 180 000 jeunes qui ont été recrutés. Parce que la prime, elle fonctionne. Idem sur l'apprentissage. Vous êtes une entreprise aujourd'hui, pour recruter un apprenti, la première année, ça vous coûte 0. Parce que c'est pour l'employeur. Pour l'employeur, c'est des primes jusqu'à 8 000 €. Tout ça, c'est déjà. Alors, est-ce que ces mesures ont c'est pas un système de vase communicant finalement, parce que si on embauche plus de jeunes parce qu'il y a des primes, est-ce que ceux qui sont au chômage et qui ne rentrent pas dans le cadre justement de ces primes parce qu'ils ont dépassé 26 ans, eux ne restent pas justement sur le bord de la route? Non, moi j'entends cette question. Pourquoi est-ce qu'on met en place une prime spécifique pour les jeunes? Parce qu'on constate que quand vous avez une crise économique, ça s'est toujours vérifié dans l'histoire, les premières victimes de cette crise, c'est les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Parce que pour des entreprises, c'est compliqué de recruter dans une crise économique. Et quand vous devez recruter, vous avez tendance à recruter uniquement des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, et les jeunes en pâtissent. Et vous ne craignez pas l'effet d'aubaine? Non, je ne pense pas que les entreprises vont arrêter de recruter des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées. Il faut soutenir les jeunes. Et d'ailleurs, soutenir les jeunes dans cette crise, ce n'est pas uniquement mettre en place des primes pour qu'ils soient recrutés, c'est aussi leur permettre de poursuivre leur formation. Un jeune qui termine sa licence, son master, qui avait prévu de travailler, mais qui n'a pas d'emploi immédiatement devant lui, on lui propose des alternatives, c'est-à-dire des formations pour se former 1 an de plus, pour avoir une ligne en plus sur le CV, pour chercher du travail quand la crise sera derrière nous, des missions de service civique. Voilà, c'est un paquet global. Mais c'était nécessaire de soutenir spécifiquement l'emploi des jeunes parce que, en moyenne, ils sont toujours plus frappés que les autres. Est-ce qu'on sait si ces mesures ont permis d'amortir un peu le choc qu'a représenté, une génération de jeunes rentre sur le marché de l'emploi après les vacances? C'est très difficile, c'est la crise sanitaire. Est-ce qu'on sait les premiers signaux qu'on a sont permis de limiter un peu les dégâts? Les premiers signaux qu'on a nous rendent optimistes. On a plus de jeunes qui sont inscrits en formation parce qu'il y a des jeunes qui poursuivent leur formation. On a plus de jeunes qui rentrent en mission de service civique. On a, je le disais, plus de jeunes qui sont recrutés, en tout cas c'était le cas au mois d'août. On va avoir les chiffres de septembre là, très prochainement. Et a priori, on aura autant de jeunes en apprentissage cette année qu'on en avait l'an dernier. Ce qui est vraiment un tour de force parce que l'an dernier, il y avait une augmentation de près de 20%. C'était historique. On n'a jamais eu autant de jeunes en apprentissage que l'an dernier. On avait très peur d'être bien en deçà cette année. On arrivera à rester au même niveau a priori. Donc, ça montre que ça fonctionne. Et il y a d'autres mesures qui rentrent en vigueur en ce moment. Je vais en citer une parce que vous évoquiez la question de l'environnement. Il y a toute une part du plan de relance sur la question de l'environnement qui est dédiée à la rénovation énergétique. Ce qui est un enjeu très important parce que quand on isole les logements, on consomme moins d'énergie, donc c'est bon pour la planète. En même temps, on fait des économies parce que c'est du pouvoir d'achat. Et en plus, on permet à des entreprises du BTP de travailler, donc ça relance l'activité économique. On consacre 7 milliards d'euros pour renforcer l'isolation des bâtiments publics et privés, avec la mise en place, le renforcement d'un dispositif qui s'appelle ma prime rénov'. J'invite tous ceux qui nous écoutent, qui ont éventuellement des projets d'isolation de leurs bâtiments, les combles, les fenêtres, isolation globale, à se connecter sur le site maprimerénov.gouv.fr. Tous les Français peuvent bénéficier d'une prime indépendamment de leurs revenus. Et la prime peut aller jusqu'à 20 000 € pour vous accompagner dans vos travaux. Voilà, c'est des mesures très concrètes. Et ça, c'est déjà en vigueur aujourd'hui. Vous pouvez déjà vous rendre sur la plateforme et demander la prime. Alors, ce plan est doté d'un montant extraordinaire. D'habitude, c'est difficile d'avoir quelques milliards dans tel ou tel secteur. Et sans doute que beaucoup de gens qui nous suivent doivent se demander ou ont envie de vous poser cette question, mais comment on peut trouver 100 milliards? Comment on est certain que ça ne se finira pas par une augmentation des impôts dans 1 an, dans 2 ans, plus sûrement dans 3 ans après l'élection présidentielle? J'entends parfaitement cette question, d'autant que là aussi, quand on regarde les crises dans le passé, bien souvent, elles se sont soldées par une augmentation d'impôts. Et donc, il y a un engagement très clair du président de la République qui est réitéré, y compris encore ce week-end. Certains responsables politiques appelaient à augmenter les impôts. Ils disent pour les plus aisés, mais les impôts, c'est comme les travaux. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine. On commence à dire qu'on va viser les plus aisés, et puis à la fin, c'est tout le monde qui a des augmentations d'impôts. Nous, on préfère être clair et dire pas d'augmentation d'impôts. Comme on l'a dit depuis le début du quinquennat. Non seulement on ne les a pas augmentés, mais on les a baissés. 45 milliards d'euros de baisse d'impôts depuis le début du quinquennat, c'est historique. À un moment, il y a eu le projet d'augmenter une taxe,
On a vu les résultats avec les gilets jaunes et on l'a rangé on l'a évacué. Donc, il y a cet engagement-là. Et pourquoi on peut le prendre? Parce que ce plan, il y a un financement qui a été construit qui permet que son remboursement soit soutenable sans augmenter les impôts. Comment on fait? D'abord, il y a 40 milliards d'euros qui viennent de l'Union européenne. Alors là, certains peuvent dire, mais d'accord, l'argent de l'Union européenne, c'est l'argent des États qui financent l'Union européenne. Sauf qu'on a obtenu un accord inédit au niveau européen, ça c'est à mettre au crédit du président de la République, qui a fait bouger les lignes, c'est que ces fonds qui sont versés par l'Union européenne seront remboursés par des ressources propres que va développer l'Union européenne. En gros, l'Union européenne verse de l'argent aux États membres, et ce qui va rembourser cet argent, c'est l'argent que va aller chercher l'Union européenne chez les géants du numérique qui aujourd'hui ne payent pas leur juste impôt en Europe. C'est la taxation de produits qui ne respectent pas nos standards environnementaux, par exemple des produits qui viennent de pays comme la Chine. Tout ça va permettre de rembourser. Donc, il y a ces 40 milliards. Et pour le reste, c'est un endettement sur du très long terme. Et parce qu'on met en place ce plan de relance, qui est un choc pour l'activité économique, qui va permettre de faire revenir l'activité et la croissance, les fruits de cette croissance qui va revenir dans notre pays vont permettre progressivement, parce que c'est sur un très long terme, de rembourser cette dette. Est-ce que vous me permettez une question? Je vais vous passer la parole parce que je sais qu'il y a une question. Non, juste passer, peut-être quitter un petit peu la France pour aller dans le domaine international. Nous assistons actuellement à des chamboulements au Moyen-Orient avec des accords de paix qui viennent d'être signés entre Israël, les Émirats, le Bahreïn et puis d'autres peut-être qui sont en progression. Comment vous expliquez la tiédeur de l'accueil qui a été réservé en France après que ces accords aient été signés? Moi, pour ce qui est de... J'ai parlé de tiédeur, pas de froideur. Oui, moi, je n'ai pas de thermomètre, mais je constate pas de tiédeur particulière. Moi, je pense que tous les pas qui sont franchis, qui permettent de stabiliser la situation et d'assurer la sécurité des Israéliens sont des pas positifs qu'il faut saluer. Voilà, je le dis sans embâche. Est-ce qu'il vous restait une question, Francis? Il reste une question parce que vous savez qu'on a une préoccupation aussi importante, c'est la situation des Français juifs et de cet antisémitisme, non pas celui qui fait la une de la presse, parce que c'est celui qui tue, et on a le procès justement qui se déroule actuellement, qui est le procès des attentats de Charlie et de l'Hypercacher et de cette policière municipale qui a été tuée à Montrouge, assassinée à Montrouge. Mais c'est cet antisémitisme un petit peu du quotidien, celui qui rend la vie impossible à de nombreuses familles juives qui vivent dans ces quartiers qu'on a pris coutume d'appeler difficiles et que moi je qualifie de difficile, non pas de difficile, mais d'impossible parce qu'on ne peut plus y vivre normalement et qui conduisent à un véritable exil intérieur de ces familles. Est-ce que le gouvernement prévoit une réponse à tout cela? Oui, bien sûr. Vous avez raison, il y a ce qu'on voit, mais c'est important de voir. C'est important de dire et c'est important de dénoncer. Il doit y avoir une tolérance zéro avec ces situations. Et s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que la haine et la haine antisémite en particulier ne se sont pas confinées. Et qu'on a vu, parce qu'on voit depuis maintenant plusieurs années, une multiplication de cas. Je crois que c'est encore l'an dernier qu'il y avait Juden inscrit sur des restaurants. C'est pas une profanation nouvelle de cimetière fin 2019, début 2020. Et encore ce week-end, des situations intolérables avec des tags antisémites, des croix gammées rue de Rivoli, avec la dégradation d'un restaurant, des agressions, et puis cet antisémitisme du quotidien que vivent beaucoup de familles avec des effets induits qu'on ne met pas suffisamment en avant, y compris la précarisation. Quand vous êtes une famille, que vous subissez l'antisémitisme parce que votre enfant à l'école est agressé, que vous devez le mettre dans une école privée, ça coûte de l'argent. Quand vous devez déménager de votre quartier, ça vous coûte de l'argent aussi. Et il y a une précarisation qui est induite. Et là-dessus, je dirais que, comme pour les sujets régaliens qu'on a évoqués au début, je pense qu'il faut se garder de dire qu'il y aura une solution magique. Et que là aussi, il faut une tolérance zéro. Il faut qu'il y ait une réponse pénale et des sanctions à chaque fois que des cas sont identifiés. Et là aussi, moi, je crois profondément au rôle de l'éducation et de l'école. Moi, je crois profondément à toutes les initiatives qui peuvent être portées. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas la seule réponse, mais ça peut y participer. Je suis allé voir, quand j'étais secrétaire d'État à l'éducation, dans des établissements scolaires, une initiative qui est portée par un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir,
qui met en place ce qu'il appelle des ateliers philo, en tout cas des moments d'éveil à l'esprit critique qui permettent de renforcer la tolérance à l'école, y compris dès le plus jeune âge. Voilà. Je me suis retrouvé dans une école primaire à Trappes où vous aviez des élèves de CM1 qui, pendant 1 heure, discutaient autour du thème « Qu'est-ce qu'un ami ?» Et à partir de cette question « Qu'est-ce qu'un ami ?» qui se posaient des questions sur la société, sur la tolérance, sur le rapport à l'autre. Et moi, je crois profondément que par l'école, avec un meilleur enseignement moral et civique, avec une meilleure instruction sur les droits et devoirs du citoyen, on peut arriver à changer beaucoup de choses. Ça, j'en suis convaincu et je crois que le plan qui est mis en place aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale rendra des effets, mais dans une génération. Et je crois qu'il faut traiter aussi l'urgence du moment. Et ces urgences du moment appellent une seule réponse, c'est la réponse de la justice. Et encore une fois, sur ces sujets-là, malheureusement, la justice est défaillante. Oui. Je crois par ailleurs que c'est pour cela que le garde des Sceaux, il me semble, il y a quelques jours, quelques semaines, a eu des expressions très claires sur ce sujet-là et sur ce qu'il demande à l'institution judiciaire s'agissant de ces faits qui doivent systématiquement être identifiés et sanctionnés. Alors, j'ai une dernière question avant de vous remercier, puisque, et on attend, évidemment, on aura le président de la République, on parlera demain, mais peut-être que vous pouvez nous affranchir un tout petit peu. Est-ce que on peut prendre des vacances à la Toussaint? J'imagine que certains se posent la question. Il y a les vacances scolaires qui commencent. Que dit le porte-parole aux parents qui vont peut-être devoir faire garder leurs enfants par leur famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends que beaucoup de Français se posent la question et pour rien vous cacher, je reçois aussi beaucoup de messages de proches qui me posent la question et je redis que oui, on peut prendre des vacances à la Toussaint, mais je dis tout de suite, prendre des vacances, ça ne veut pas dire prendre des vacances avec les gestes barrières et la responsabilité qui est demandée à chacun. Si prendre des vacances, c'est aller se mettre au vert pour se reposer, oui, évidemment. Prendre des vacances, ça ne peut pas être aller faire la fête dans les lieux clos, sans gestes barrières et sans masque, avec d'autres personnes. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des vacances, il y aura des vacances, mais il faut le faire en gardant en permanence à l'esprit la nécessaire responsabilité si on veut lutter efficacement contre le virus. Monsieur le ministre, on vous remercie avec Francis Khalifa et les amis du CRIF de nous avoir accordé Merci à un vous. peu de temps Merci, dans monsieur cette le journée ministre. compliquée. Merci beaucoup. Merci.